Zéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi, enchanté de vous accueillir pour un entretien exceptionnel avec Hugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, sur la data dans le sport et plus particulièrement dans le data dans le rugby et dans le top 14. Pour cela, je serai assisté de Christophe Tell, directeur commercial chez Digora, notre partenaire privilégié chez Oracle. Bonjour Christophe. Bonjour Mickaël, merci beaucoup pour ce séminaire, cette organisation. Bonjour Hugo. Bonjour. Donc la data, effectivement, est de plus en plus utilisée dans nos vies personnelles et professionnelles, notamment dans le sport. On va pouvoir en débattre avec Hugo. On va débattre avec Hugo qui nous fait le grand plaisir de nous accueillir dans les installations du Stade Toulousain et même dans la salle de conférence de presse. Voilà, on est un petit peu impressionnés. Et donc, on te remercie Hugo déjà pour ça. Merci à vous. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Mais aller dans le vif. On va juste indiquer qu'effectivement, donc déjà, on remercie aussi nos clients qui sont dans la salle, qui sont venus nous rejoindre au stade Ernest Vallon ce matin. Et merci à tous les clients connectés. Voilà. On va pouvoir débattre effectivement sur ce thème. N'hésitez pas dans le chat. Vous avez le bouton questions pour poser vos questions et on gardera 15 minutes à la fin du séminaire pour poser vos questions à Hugo. Merci Christophe. J'étais tellement impatient de rentrer dans la donnée, dans le sujet, que j'avais oublié les remerciements. Donc voilà, ça c'est un travail d'équipe. Déjà dans le jeu. Je suis déjà dans le match. C'est déjà dans le match avec Hugo. On est bien. Et justement, Hugo, avant de commencer de parler de la data, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres déjà, surtout même pour nos clients dans les entreprises, c'est de prendre la relève de quelqu'un qui a été une légende comme Guy Novès après 26 ans. Comment reprend-on l'héritage? Comment ça s'est passé, Hugo? Alors, comment on le reprend? Déjà c'est une chance de me retrouver dans cette situation. Après, comme souvent, quand une personne et un personnage comme Guy a réussi, a permis à ce club de rayonner sur la scène française, bien sûr, mais nationale et européenne, forcément, on se retrouve dans une situation où il faut prendre la mesure du poste, prendre la mesure de l'environnement. Mais surtout, je crois que c'est une réelle opportunité et surtout une réelle capacité à jouer, s'entraîner, vivre dans un club de ce niveau-là. Et moi, j'ai eu cette chance-là, gamin, et j'ai la chance aujourd'hui de prendre sa suite. Après, forcément, il y avait un vrai passage de génération, il y avait un vrai passage d'organisation à mettre en place, parce que forcément, l'obligation était de s'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce qui avait été fait, dans le sens où j'étais incapable, en termes de personne, de prendre la suite de Guy, tant il était omniprésent et performant. Et donc, il a fallu, dans l'appréciation de ce qui était le poste, de mon rôle, il a fallu prendre les choses, on va dire, un peu à contre-pied, à la fois dans l'organisation et à la fois dans la capacité à innover. Et on en parlera bien sûr par rapport au sujet du webinaire. Et donc, pour revenir pour la data, comment a été utilisée la data sous Guy? Qu'est-ce que toi, tu en as fait, justement? Est-ce que tu as vu la transformation? Parce que nous, on le pressent comme cela. Alors, la transformation, elle est liée plus à la génération qu'au passage entre Guy Novès et Hugo Mola. Je pense qu'en l'espace de 5-6 ans déjà, la data dans le sport a pris une place assez incroyable. On va en parler. Et ce qui était assez marquant, c'est les outils qui étaient à disposition il y a encore 7-8 ans et les outils maintenant dont on dispose 7-8 ans après. Donc, on va dire encore une fois, l'évolution matérielle, l'évolution technologique m'a permis aussi de m'engouffrer dans cette brèche-là avec mon staff, parce que je pense qu'il y a c'est pas le fait d'une personne, c'est l'environnement général du club, avec ses partenaires, avec la capacité que l'on a aussi à être dans un club qui est attractif. Et donc, on bénéficie aussi de pas mal d'accompagnement et d'aide sur ce sujet-là. Mais oui, on va dire l'évolution technologique nous a permis de rentrer dans une nouvelle ère. Et aujourd'hui, on a le monde professionnel des sports pro et des sports co a vraiment passé un cap, on va dire, depuis 5-6 ans maintenant. Un ensemble de vecteurs, en fait. C'est un ensemble de différents vecteurs. Oui, un ensemble de… en tout cas, l'équation qui m'était donnée n'était quand même pas simple, puisque la suite d'un monstre pareil n'était pas simple. Mais le club avait changé. Alors, en plus, conjointement, 2 ans après, j'ai changé aussi de président. Avec l'arrivée de Didier Lacroix qui a pris la suite de René Bouscatel, qui avait 25 ans de présidence au club. Donc, on va dire que conjointement, les planètes se sont alignées pour qu'on change d'air. Mais encore une fois, on ne s'inscrit pas en faux. La culture, le passé, le poids du passé était plutôt une force plutôt qu'une contrainte. Ah oui, toujours. Et aujourd'hui, on a eu cette chance d'avoir derrière nous on va dire,
des prédécesseurs qui avaient initié quelque chose de manière assez incroyable. Et donc, on s'appuie encore une fois sur notre passé. Très bien. Alors justement, dans le jeu, comment la data intervient? Déjà, de quelles données on parle? Alors, j'ai eu la chance, par une expérience passée dans un autre club, d'être un des premiers entraîneurs à disposer de GPS. À Brive ou à Albi? À Brive. À Brive, au tout début. GPS sur les voilà, joueurs. C'était les premiers GPS qui ont été autorisés sur les joueurs dans le rugby pro. Pourquoi? Parce qu'au départ, le boîtier posait un petit peu problème, et notamment problème de blessures potentielles sur les équipes adverses ou sur même les joueurs. Un petit boîtier qui est situé derrière les deux omoplates. Donc, ça a été une première approche pour ma part de la data. Et la data des GPS donne des données très brutes, physiologiques, de mètres parcourus, de distance, d'accélération, de décélération, et donc on va dire une première approche de la data. Quelques années après, tous les clubs se sont équipés, et donc on a eu une première étape qui a été l'étape de demander, parce qu'il fallait se faire accompagner dans ce sujet-là. Et la première chose, c'était d'être capable de se faire accompagner par des gens spécialistes de la donnée. Oui. Or, il y a le spécialiste de la donnée, mais il y a aussi le spécialiste de la donnée lié à l'activité. Oui. Donc, la donnée physiologique, on va dire qu'elle était assez facile à traiter, assez facile à comprendre. Même si, j'en parlais tout à l'heure avant qu'on commence le séminaire, mais même si je vous prends la donnée toute basique de ce que l'on appelle la vitesse et les accélérations, mais il y a aussi une vitesse en 3D. Ce qui fait que, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle le player load, c'est à la fois l'accélération, la décélération, mais aussi le plan vertical et horizontal. Ce qui fait qu'un joueur qui est porté… Pourquoi? Pour la puissance? Alors, non, c'est uniquement pour connaître les données de décélération et d'accélération, et aussi de contact. C'est-à-dire qu'il y a les choses que vous maîtrisez, vous. C'est-à-dire que vous courez, vous vous arrêtez. Jusque-là, très bien, sauf qu'au rugby, il y a des gens qui vous empêchent de courir. Il paraît. Et ces obstacles, il fallait être capable de les mesurer, sauf qu'il y avait une donnée qu'on n'avait pas forcément pris en compte, c'est que dans la phase de conquête pure et dure, la mêlée, malgré tout, vous êtes statique, et pourtant vous avez une donnée physiologique. La touche, vous êtes statique, même si vous avez des petits déplacements, mais vous avez par contre un déplacement vertical, donc aidé par des partenaires. Donc en fait, ça faussait un petit peu la donnée. Donc une fois qu'on a réellement pris toutes ces données pour les intégrer dans notre activité, on a pu avoir une vision un peu plus propre de l'activité et de cette donnée brute qui petit à petit a eu du sens. Vous savez, les premiers temps, on a bossé avec des stades connectés, qui était le système Amisco, il me semble, qui était un stade, dans les stades, notamment le Stade de France, qui a été un des premiers à être équipé en Europe comme ça, où on avait le déplacement des joueurs. Sauf qu'il fallait l'arrêter en temps donné, sauf qu'un joueur qui était sans ballon, qui pouvait courir, sprinter sur un bord de terrain pour se finir de s'échauffer, avait une valeur. Sauf qu'il a fallu petit à petit retraiter tout ça. Comme nous, il faut être capable de le corréler à la vidéo, parce que, encore une fois, entre une donnée d'un joueur qui court sans ballon, puis un qui court avec le ballon, c'est aussi une chose différente. Donc, on a appris avec le temps à dégrossir tout ça, et donc à rentrer vraiment dans le détail de la donnée. Ça a été la première étape. Ensuite, on a eu la data dite médicale. Donc ça, c'est un autre sujet beaucoup plus sensible, parce que le secret médical prenant le dessus très rapidement, on a la possibilité d'avoir, par le suivi de nos joueurs quotidiens, par le monitoring de nos joueurs, par le poids, par leur capacité respiratoire, cardio, etc. On arrive à faire une fiche d'identité de chacun de nos joueurs, avec un développement ou non d'ailleurs, perçu sur plusieurs mois, semaines ou années pour nos jeunes joueurs. Et donc, une fois qu'on a fait cette data médicale, on a notre data qu'on va appeler physiologique, et après, on a créé ce qu'on appelle la data activité, data rugby. Et là, on est rentré dans le détail où chaque club, ou en tout cas entité, a commencé à rentrer dans le détail de sa data. Et là, c'est un peu propre à chacun. C'est-à-dire le détail par rapport aux activités sur le terrain, comme tu dis, par rapport au médical. Le médical, en fait, c'est pour être au pic des performances, ou c'est pour avoir des blessés, gérer mieux les blessures Alors, il y a un suivi à la fois individuel, mais qui forcément, ce suivi individuel rentre dans un environnement de squad, donc d'effectifs. Tout à fait,
Et donc, à partir de là, on a ce qui nous est… Alors, la limite est très, très tenue parce que c'est hyper dangereux, puisque vous avez des joueurs qui gèrent leur carrière individuelle au travers d'un collectif. Or, la carrière individuelle peut être parfois freinée par de la data médicale et par un médecin qui va considérer que votre joueur est apte ou pas apte. Et il y a autre chose aussi, Hugo, je t'interromps, mais c'est par rapport à les joueurs qui vont aussi en équipe de France. Ils ont aussi une différence un suivi particulier, non? Ils ont un suivi particulier et par un accord qu'on a développé sur la génération Galtier, on a pu partager les données. C'est-à-dire que partager la charge de travail qui est effectuée en équipe de France pour pouvoir la corréler avec notre charge de travail et surtout quand on se réunit et quand on se retrouve ensemble, notamment en fin la tournée de novembre ou fin du tournoi de destination, on puisse remettre en perspective les besoins de récupération ou de développement de chacun, parce que chaque joueur est différent. Donc, pour revenir à la data médicale, on a la data de notre quotidien. Le joueur est susceptible de s'entraîner à 100% ou sans contact, ou avec contact, ou etc., etc. Donc, il y a plein de petites données et de fléchages liés et gérés par mon staff médical. Et à partir de là, on a des joueurs à disposition donc, qui ont une data physiologique, une data médicale et un prédictif à mener. En gros, notre staff, au sens large, mon directeur de la performance, qui collecte les données médicales, physiologiques et sportives, va me dire, voilà, sur tel entraînement de telle semaine, à tel jour, post-match ou pré-match, j'ai besoin que tu montes le groupe dans telle donnée physiologique. Et donc, lui me propose et nous propose au staff des données physiologiques à toucher en termes de vitesse, en termes de contenu, en termes de volume. Excellent. Et derrière, nous, on greffe nos entraînements pour pouvoir amener le plus grand nombre à ce niveau-là pour être le plus en forme possible au moment du match. Alors, ça, c'est la data hebdomadaire. Et ensuite, il y a la data match. Et je vais même te poser une question, c'est plus que ça, c'est pour ça que je parlais de l'équipe de France, c'est qu'en fait, tout ça, c'est pour l'optimisation des performances des joueurs physiques. Et le but, c'est d'être là, puisqu'on connaît comment le top 14 fonctionne. Il faut finir les 6 premiers, mais le moment clé, c'est en fin de saison. Or, l'équipe de France, c'est au mois de février et souvent les tournées d'automne où on est un peu moins bien. Donc, comment on gère ça par rapport à ces… Parce qu'on te donne de la data, donc tu l'as, et maintenant, il faut que tu gères pour que les gens soient en forme au bon moment pour toi, non? Pour que tout le monde comprenne, le Stade Toulousain dispose d'un effectif de 35 joueurs professionnels et une dizaine de jeunes susceptibles de pouvoir jouer avec nous. Même si on fait partie des clubs qui en ont peut-être le plus, puisqu'on essaye de former justement pour nourrir, ça, c'est ton ADN. Pour nourrir la machine. En tout cas, c'est l'ADN du club, parce qu'on a été formé avec ce créneau-là et on pense que la bête, en parlant vulgairement de la machine Stade Toulousain, doit être nourrie de l'intérieur. Et donc, 60 ou 70% de notre effectif doit être nourri de l'intérieur. Une fois qu'on a dit ça, sur ces 35 joueurs pro, j'ai en moyenne, sur les périodes internationales, entre 12 et 15, montés jusqu'à 18 joueurs qui sont susceptibles de partir jouer pour leur nation. Alors, essentiellement l'équipe de France, à hauteur de 80% de ces 12-là. Donc, on va dire 10-12 joueurs qui partent régulièrement avec l'équipe de France, puis 2-3 joueurs qui partent dans leur sélection australienne, italienne ou anglaise, en l'occurrence, en ce moment. Donc, une fois qu'on a cet effectif-là, il faut que j'arrive à… L'effectif donc, de 35 pros se retrouve à être une vingtaine de pros. Vous avez votre lot de blessures qui, en moyenne, tourne à 10% de votre effectif brut. Donc, c'est à peu près les blessures que l'on a, sauf quand il y a des pics de blessures. Donc, vous tournez avec vos 4, 5, 6 joueurs blessés de manière régulière. Et derrière, vous avez vos jeunes qui viennent intégrer ce dispositif. Tout ça pour répondre à ta question. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une vision assez globale des intérêts qui sont les nôtres, à savoir pouvoir jouer tous les week-ends pendant une saison de 10 mois, avec des périodes où vous ne disposez pas de vos meilleurs joueurs. Puisque bien évidemment, les joueurs qui partent sont essentiellement vos meilleurs joueurs. Donc, il faut être capable de le combler, 1, par la ressource interne, 2, par la gestion aussi de ce que va être ton rugby, donc ton activité. Donc, d'où la fameuse dernière data, qui est la data de l'activité. D'accord. Donc, en fait, du jeu. Oui, du jeu et du rugby. Si je vous sors un chiffre tout con, pendant que je suis à effectif à plein, je tourne à 93% de victoire. Ça, c'est 93%, c'est-à-dire quand tu as tout le monde
Avec les internationaux. Avec les internationaux, effectifs au total, on tourne à 93% de victoire. Magnifique. Quand on est en période donc, dite de doublon, on tombe à 38%. Ah oui. Donc, l'idée, c'est que je peux passer de 93 à 88%, ça ne changera pas la face du monde quand on est à plein. Mais par contre, si j'arrive à monter de 38 à 45 ou 50%, ça me change redoutablement la fin de saison, parce qu'à la fin, on est le seul sport, encore une fois, professionnel, collectif, qui dispose de phase finale à la fin. Oui. Et donc, du coup, tu peux être premier régulier toute la saison, mais pour autant, ne pas gagner le match qui compte, à savoir le match de barrage ou la demi-finale. Si tu es premier, tu vas directement en demi-finale. C'est la beauté du bouclier de Brennus. C'est exactement ça. C'est la beauté de notre sport. Donc, pour revenir à cette data 1, médicale, 2, physiologique, 3, de l'activité, on a déterminé chez nous ce qu'on appelle, dans le monde de l'entreprise, les indicateurs de performance. KPI, les fameux KPI que tout le monde connaît. Et donc, ces fameux indicateurs de performance, on a essayé de les affiner au plus près de ce qui est notre activité et de l'idée qu'on se fait du rugby. D'accord. Ce qui veut dire que je peux avoir une data physiologique et médicale qui est partagée par l'équipe de France et par mon staff. Pour autant, je n'ai pas les mêmes contraintes en équipe de France et au Stade Toulousain. Tout à fait. Pour la simple et bonne raison que ce qui est un indicateur important pour l'équipe de France ou pour l'équipe d'Angleterre ou pour l'équipe d'Italie n'est peut-être pas un indicateur important pour moi. Et pour autant, j'ai des indicateurs très importants. Aujourd'hui, mon data scientist, donc j'ai vraiment une… Mais quelle est l'équipe alors qui gère? Voilà, j'ai un secteur totalement dédié à cette analyse-là. Et ce secteur-là me détermine en prédictif par rapport aux adversaires que je vais rencontrer les fameux indicateurs de performance utiles à une victoire potentielle. Donc, bien évidemment, en prenant en compte la base de mon jeu. Oui. Sachant que je fais partie des équipes qui souhaitent, mais encore une fois, ce n'est pas pour être plus présomptueux que les autres, c'est juste qu'on souhaite, nous, provoquer les choses. Et donc, on souhaite être plus dans le fait de posséder le ballon et de marquer nos adversaires par le fait de tenir le ballon et jouer de manière au sens large. Il n'empêche que… Non, mais il n'empêche que, par exemple, l'équipe de France a prouvé pendant plus de 14 victoires d'affilée qu'en étant en possession du ballon, on n'est pas forcément toujours vainqueur. Oui, et donc, eux, en étant très peu en possession, ils se permettent de gagner les matchs et plutôt avec brio. Donc, c'est pas s'inscrire en faux, c'est juste que notre ADN et l'idée qu'on se fait de notre rugby passe plus par la possession et la repossession que par le fait de ne pas posséder le ballon. Donc, du coup, ça implique une data totalement différente. Et là, en fait, la data où elle peut avoir l'effet boomerang, c'est que ce qu'on voit maintenant, c'est que les adversaires de l'équipe de France ont analysé et ont récupéré les datas et se sont aperçus que l'équipe de France était basée sur la dépossession et réadaptent leur jeu. Non, en fait, c'est qu'une histoire de va-et-vient. C'est un va-et-vient. En fait, c'est toujours un pendule, en fait, c'est ça? L'idée, c'est d'être toujours avec un petit temps d'avance sur à la fois la stratégie que vous allez adopter, mais aussi sur le rugby que vous allez développer. Je reviens à la data de l'activité. On est capable aujourd'hui de mesurer le nombre de passes, le nombre de mètres parcourus par joueur avec et sans ballon. On est capable de mesurer l'impact que peut avoir les contacts, etc., etc. Donc, du coup, une fois qu'on a toute cette… ce nuage de données, très bien, très bien. Une fois qu'on a ce nuage de données, il faut qu'on le cible et qu'on l'oriente vers les besoins que l'on a. Et donc là, quelle équipe t'accompagne pour ça? Tu as des data scientists? Alors, j'ai un data scientist avec une paire de stagiaires et une cellule vidéo et analyse vidéo, parce que tout est conjoint, de 4-5 personnes. Et tous nos entraînements et tous nos matchs sont filmés avec des vues différentes, bien sûr. Et donc, ça nous permet d'aller très précisément dans, l'analyse de ce qui a été fait, mais aussi de ce qu'on aimerait faire. D'accord. Avec, je reviens encore une fois à cette data de l'activité, donc data rugby, sur lequel on a développé des indicateurs de performance autour de notre densité offensive, autour de notre densité défensive, autour de notre réussite en conquête. Donc, conquête et prenant la touche, la mêlée et les coups d'envoi et de renvoi. Donc, tous ces éléments où ça demande de l'expertise et de l'analyse, on a développé des choses qui nous sont propres. C'est tes KPI, ça, Hugo? Oui. D'accord. Donc, en fait, c'est les KPI que tu donnes. C'est un peu comme les entreprises. Nous, on fait. C'est-à-dire qu'on a une stratégie qu'on met en place. On veut des KPI pour monitorer si la stratégie qu'on met en place est correcte. Et donc, toi, tu as formé des data scientists et tu as du staff là-dessus. Alors, c'est formé, mais c'est aussi très basique. Je vous prends 2 données
très simple à comprendre. Okay. Vous allez avoir, pour aller à l'encontre de ce que je viens de vous dire, vous allez avoir la distance de jeu au pied cumulée d'une équipe, puis de l'autre. Et vous allez avoir le nombre de turnovers. Ce qu'on appelle turnovers, c'est de ballons perdus ou récupérés dans le jeu courant. Okay. Vous prenez ces deux données. Si vous avez une longueur de jeu au pied supérieure à votre adversaire et que vous avez des turnovers positifs à votre adversaire, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez perdu moins de ballons que votre adversaire, c'est 100% de victoire. 100% de victoire. 100% de victoire. 100% de victoire. Beau KPI, ça. Ça, pour toi, donc, et c'est sur les 2 dernières années, c'est sur les 4 dernières saisons. 4 dernières saisons. Ah oui. Donc, quand vous vous amusez, et pour autant, je vais vous parler de plein d'autres paramètres qui rentrent bien évidemment en compte et qui peuvent bien sûr nuire à ces deux paramètres-là. C'est incroyable. Sauf qu'on pourrait réduire quasiment le rugby de haut niveau à deux paramètres. C'est pas les plus beaux. Hein, non, c'est pas les plus beaux. C'est pas ceux qui nous font le plus rêver, surtout à Toulouse. Sauf que quand vous regardez les équipes qui gagnent à haut niveau, elles les prennent forcément en compte, puisque vous prenez les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, Leicester, le championnat maintenant qui n'est plus celte, mais qui est devenu, avec nos amis sud-africains, un championnat national qui est l'URC, qui est l'Union Championship, c'est les Stormers. Et enfin, Montpellier qui a gagné l'an dernier en France, c'est les équipes qui ne sont pas forcément orientées vers la possession. C'est vrai. Donc, je ne dis pas que c'est momentané ou un épiphénomène, mais toujours est-il qu'il y a quand même une constante. La France, qui gagne beaucoup, n'est pas dans la possession. C'est vrai. Donc, est-ce que la possession est un vrai indicateur de performance? Je ne suis pas sûr. Non, mais tu as raison. Hein, mais il n'empêche après, Mike, qu'on doit se retrouver aussi en accord avec notre ADN et notre culture. Et que si demain, alors sans vexer, sans parler, parce que comme je suis filmé, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais en mute, si tu veux. Mais en mute, on dira si demain, on oriente un jeu beaucoup plus restrictif, avec un jeu de dépossession, la capacité à mettre du jeu au pied et en étant performant, et en réduisant la prise de risque, puisque tu réduiras ton nombre de turnovers potentiels, je m'orienterai vers un potentiel, ou en tout cas un pourcentage de victoire élevé. Pour autant, je vais vider mon stade. Ce que j'allais dire. Donc, Christophe, il ne viendra plus. et surtout, je vais aller à l'encontre des qualités dont je dispose. Parce qu'il y a aussi, dans tout ce qu'on est en train de dire, le projet et la part aussi instinctive de nos joueurs. Parce que tout ce dont je vous parle, les joueurs en ont conscience, parce qu'on leur en parle, ils sont mesurés, ils ont un accès. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet, mais le rapport qu'ils ont à la donnée a beaucoup évolué. Est-ce que c'est considéré pour eux comme un peu du flicage ou... Au tout début, quand je mettais les GPS à Brive, j'avais les piliers qui me disaient mais il me fait mal. Parce que certains avaient compris qu'en plus de monitorer leur mêlée et leur activité, ils monitoraient surtout le nombre de déplacements qu'ils avaient à faire. Donc, rapidement, ça c'est le cliché du début du monitorage, ou en tout cas du monitoring, pardon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont rompus à l'exercice et ça fait partie de leur culture de la performance. Et ils sont même preneurs et moteurs de leur data, qui leur est propre et qui leur appartient. En fait, c'est comme dans l'entreprise, c'est la façon dont tu communiques et qui montre la valeur ajoutée de certains KPI et de certaines façons pour s'améliorer et optimiser à chaque fois. Si je parle de notre sport, si on avait voulu augmenter le temps de déplacement et le volume de déplacement de Lionel Messi, je ne pense pas qu'il aurait continué à être performant. Par contre, Lionel Messi, avec peu de déplacements, il a une efficacité rare. Donc, il faut ramener à ce fameuses données. Exactement. Non, mais c'est encore du sport, Christophe. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que la data a changé les comportements. Oui, ça, c'est Or, intéressant. on a gagné. Qu'est-ce qui est arrivé dans les premiers temps où on a commencé à mesurer et monitorer? On a des joueurs qui ont augmenté leur perf purement physiologique de manière incroyable. Pourquoi? Un exemple, un ailier qui courait 5 km sur un match de top 14 est passé à 7 km 5. Parce que tout d'un coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse plus d'efforts. Parce qu'il s'est rendu compte il s'est rendu compte que son volume, sa haute intensité, courir à plus de 18 ou 20 km/h, sa capacité à accélérer étaient des données hyper importantes. Or, après, il faut corréler, d'où la data de l'activité, il faut y corréler l'utilité. Et la base de notre sport, c'est l'origine.
et l'issue. En gros, je prends. Qui fait la corrélation? C'est toi alors. Et c'est les coachs. Et c'est les coachs. Parce que c'est là où, dans toute entreprise, dans tout secteur d'activité, vous allez être nourri de plein de choses. Mais si en bout, si en bout de la donnée, à l'arrivée de cette donnée-là, on se retrouve sans avoir la personne qui a une faculté d'analyse, mais qui a aussi une faculté de trier ces data, parce qu'en fait, je vous prends l'exemple d'un match qui a fait un peu état il y a 4-5 ans de l'équipe d'Angleterre face à l'équipe de France en rugby. Ils ont sorti un joueur qu'ils estimaient être au bout de sa capacité physiologique. D'accord. En l'occurrence, c'était Ben Youngs à l'époque, de Mine-Mêlée. Ils l'ont sorti 10 minutes avant la fin du match. Et à partir de là, le match est un fiasco pour l'Angleterre et ils finissent par perdre. Et ils justifient la chose derrière en disant mais il était arrivé au bout de ce qu'il était capable de faire. Et ça, c'était les données captées physiologiques en direct. Donc, c'est-à-dire l'impact de la donnée sur l'issue d'un match. C'est impressionnant. Et ça c'est un médecin qui est capable de… c'est un médecin. Non, c'est pas un médecin, c'est des prépas physiques et très certainement un entraîneur qui devait avoir cette oreille-là à l'époque, cette sensibilité-là, et qui a choisi en dernier lieu. Or, en l'occurrence, il faut garder ce qui fait qu'on est peut-être un peu différent aussi, c'est que votre data, vos statistiques, tout ce qui va vous nourrir au long de votre semaine, de vos mois bien sûr et de votre année, mais surtout sur vos semaines et au moment du match, doivent être triés par les experts. C'est la même chose, Hugo. Dans une société, c'est pareil. En fait, j'espère pour vous. Non, mais on se bat pour ça. C'est-à-dire que tu as raison. Quand on arrive à un très très haut niveau, les dirigeants voient beaucoup de statistiques, de probabilités, etc. Mais nous, on essaie toujours de mettre de l'humain dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres, comme on le dit souvent, on peut leur faire dire beaucoup de choses. C'est la forme la plus avérée du mensonge. C'est magnifique. C'est une très belle phrase, tout à fait. Donc, en fait, il faut toujours un jugement de dirigeant, un jugement d'entraîneur. Donc, c'est pour ça que je suppose que chez toi, tu gardes quand même une part pour l'instant du joueur, une part de naturel. Parce qu'il la faut, tu donnes un bon exemple. Dis-moi comment tu gères ça. Par exemple, aujourd'hui, je dois être un des derniers entraîneurs, peut-être, mais à ne pas me connecter avec mes adjoints. Ah, ça, je n'ai jamais remarqué. Pendant le match. Pour la simple et bonne raison que je veux garder ma sensibilité propre. Ah oui. D'accord. Mes adjoints, par contre, sont nourris de toute la data, de la vidéo. Ils peuvent revoir les images au ralenti, ils peuvent revoir les choses qui les intéressent sur la conquête, etc. D'accord. Et ils ont en direct aussi, ils ont aussi la data physiologique. Donc, eux se nourrissent de tout ça. Et à des moments clés pendant le match, je vais chercher cette ressource et cette information. Mais j'essaie de garder, et peut-être que j'évoluerai dans quelques temps, je ne dis pas du tout que c'est la bonne chose à réaliser. Mais ce qui est hyper intéressant sur ça, c'est que ça me permet d'être un peu, pas déconnecté, mais en tout cas un peu en marge de ce qu'il… De garder ton instinct. Et en fait, quand tu vas voir les stats, tu me dis, c'est parce que tu vas avoir une confirmation de ce que tu as ressenti. À la fois de ce que j'ai ressenti, et parfois, j'ai un sentiment qui est un peu différent. Donc, ça me permet de l'exprimer. Ça me permet notamment au moment de la mi-temps, qui est 15 minutes et assez important. Ça me permet aussi d'échanger avec eux sur ce sujet-là. Et parfois, je m'inscris en faux complètement par rapport à ce qu'ils me proposent. Et donc, du coup, ils arrivent à me convaincre de changer le fusil d'épaule. Et vice-versa, ça peut être l'inverse. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de garder cette part d'instinct. Alors, la part d'instinct, on peut y revenir. C'est encore une fois pas de moi, et je vais citer deux grands coachs que sont Arsène Wenger et Claude Onesta. C'est pas mal. Ils te disent que l'instinct, c'est uniquement une capacité à analyser les paramètres que tu as reçus beaucoup plus vite que les autres. C'est tellement vrai. Donc, on est encore dans la donnée. Oui, sauf que tu t'es éduqué à analyser pour toi ce qui te semblait être capital et important. Et donc, de nature, tu vas les analyser beaucoup plus vite que les autres. Ouais. Après, ce n'est pas toujours juste. Hein. Mais il n'empêche que ça te permet de développer chez toi une forme d'instinct, mais qui n'est que de l'analyse. On va dire. De l'analytique plus rapide, inconsciente. Ouais, alors là, quand c'est l'instinct, on appelle ça l'instinct, mais c'est peut-être ce qui est l'avenir avec l'intelligence artificielle, c'est d'être capable d'avoir de la donnée et une forme de ressenti et de sensibilité qu'on sera peut-être à terme capable de mesurer par les neurosciences, par la capacité d'analyse. Et on se rend compte, par exemple, qu'on était sur des préceptes de base en termes de récupération, en termes de fonctionnement. Je reprends l'exemple de l'équipe d'Angleterre. Vous avez des données. Un joueur qui arrive à son seuil où on dit, voilà, ce fameux joueur à 7 km, il est mort.
Sauf que si vous l'enlevez du contexte du match, jusqu'où le mental prend le pas. Surtout au rugby. Hein. Donc, comme on est capable de tout mesurer, sauf la déperdition d'énergie sur un choc. Oui. Et il y a aussi quelque chose, Hugo, c'est aussi, tu me dis, c'est l'apport, un joueur qui va entraîner les autres, le leadership qu'on a dans l'entreprise, qu'on peut avoir sur le terrain. C'est-à-dire que ce joueur qui est carbo, il y a des fois, les joueurs même carbo, ils amènent, ils donnent de l'énergie, du leadership. C'est vrai ou pas? Forcément, hein, tu as joué, tu le sais, il y a des joueurs qui ont cette capacité à, juste par leur présence, embarquer les autres. Moi, je vais vous prendre l'exemple ici au Stade Toulousain, qui est un exemple marquant. Nous avions 2 joueurs dans ma génération qui s'appelaient Albert Sigagna, grand numéro 8 au demeurant, et Christophe Dello. Et c'était 2 personnes totalement opposées. Un, tout basé sur l'énergie et l'envie, et l'autre d'un calme presque dangereux. Olympien. On l'a eu comme professeur de sport avec Michael, donc c'est vrai qu'on le connaît par cœur pour ce qui est d'Albert Sigagna. Et c'est vrai qu'on avait 2 mondes différents. Pour autant, quand ils étaient sur le terrain, l'un nous a mené cet apaisement et ces choix stratégiques à haute intensité, et l'autre nous a mené cette énergie, cette capacité à avoir la gagne ancrée en lui. Et c'est encore une fois, ces gens-là, parfois, au-delà de leur performance, embarquer l'équipe. Et ça, c'est la force du sport collectif. Je vous prends encore une fois un exemple parce que c'est marrant de le voir. Vous vous souvenez tous, pour ceux qui suivent un peu le sport, de ce fameux Barcelone-PSG. Le PSG gagne de manière 4-0 au match aller. Ils marquent quasiment d'entrée à Barcelone. Et pour autant, ils perdent 5-1 ou 6-1. Et tout le monde voit tout le monde voit la déroute collective et tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre le truc en main? Un leader. Sauf que la déroute ou la capacité à inverser, comme ce qui était du côté du Barça, cette énergie collective, ça, c'est pas mesurable. D'accord. Ouais, et ça, c'est amené par l'énergie, l'ambiance, le contexte dans lequel vous vivez et tout ce qui est paramètres aussi extérieurs, un public, un arbitre, une météo. Et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et pour autant, il y a des matchs où vous avez cette énergie-là et vous ne pouvez pas l'expliquer. Donc, c'est pour aller un peu à l'encontre de ce qu'on est en train de présenter. C'est-à-dire qu'on peut tout mesurer, tout contrôler, essayer de maîtriser le plus grand nombre de nos paramètres. Pour autant, il y en a de nombreux qu'on ne maîtrise pas. Tu sais, j'ai une question qui me vient. Et on revient à l'humain. Je termine. Il y a des paramètres extérieurs, mais on revient à l'humain aussi. Les joueurs charismatiques, les joueurs qu'on appelle cadres, qui peuvent aussi influencer le comportement. Exactement. C'est la base de notre fonctionnement. C'est-à-dire que heureusement qu'il y a un jugement humain et heureusement qu'on est porté par ça. Mais attention, c'est aussi hyper positif très souvent quand la dynamique et le cercle reste vertueux. Puis parfois, on est dans des côtés un peu plus compliqués à gérer, notamment dans les spirales négatives de défaites ou de matchs qui vous échappent en rien de temps. Donc ça, c'est pendant le match, mais pour les entraînements, si on revient à l'entraînement, avec ton recul maintenant, la part de l'analyse de la donnée, comment elle influence aujourd'hui tes entraînements? Alors, elle influence parce qu'il y a toute une périodisation qui est réalisée, une planification qui est réalisée au préalable par rapport à notre calendrier. Donc, celle-là, c'est le gros job de l'entraîneur et du staff, c'est de déterminer par bloc, par moment, justement, de période de doublon, période effective, Coupe d'Europe, championnat, déplacement, domicile, etc. Donc, on prend une cartographie très basique de notre planning et programme. Et à partir de là, on planifie. Une fois qu'on a planifié, on périodise. Quand je dis on périodise, c'est-à-dire qu'on essaye de glisser à l'intérieur de notre planification notre activité. Et comment notre activité peut être au centre du processus pour qu'elle soit périodisée, pour avoir des temps forts, des temps faibles, de manière à amener notre effectif, ou en tout cas le plus grand nombre, prêt pour les moments qui vont compter. Donc, c'est toute une histoire de balance. Et la périodisation tactique, ça nous est venu du foot, et notamment de nos amis portugais et espagnols. Oui, mais qui ont dans le sport professionnel. Alors, si on était anglo-saxon, je pense qu'on irait prendre un peu plus au foot américain ou au basket. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé? Parce que moi, c'est ce que je me disais, parce que tu m'as dit une fois que, et ça, c'est tout à ton honneur, que tu t'inspires d'autres entraîneurs, d'autres sports collectifs. Comme on fait tous. Voilà. Apprendre un petit peu de chacun, ça c'est génial. Et on a l'impression que le football américain, c'est de la data, avec des breaks qui sont vraiment spécifiques. Là, tu as l'impression que de moins en moins d'instinct.
Alors, c'est un sport intermittent, très programmé, très décidé et très statistique. Voilà. Très coupure. C'est pour ça que les datas sont encore plus présentes. Moi, ce qui m'intéresse dans le foot américain, c'est plus la capacité à gérer un nombre incalculable de joueurs et d'avoir des phases de jeu totalement différentes et de pouvoir changer, de passer de l'attaque à la défense avec des stratèges et des stratégies différentes. Mais pour revenir au foot, la périodisation tactique, c'était un moyen pour eux d'intégrer l'activité à faible intensité ou à des intensités différentes pour gérer leur semaine et gérer donc l'intensité de nos joueurs. Pour revenir à ta question, le joueur, il a besoin de savoir où il va sur le plan physiologique et sur le plan de l'activité. Et donc, il faut l'accompagner dans le sens où lui, il a besoin de se développer, mais il a besoin d'une chose, c'est d'arriver en forme au moment où ça compte. C'est ça. Le match. Mais le match, quand on a 30 et quelques, puisque c'est 30 réguliers, puis si on fait les phases finales, entre 32, 33, 34, et des joueurs comme le petit Romain Tamac l'an dernier a joué 35 matchs. Donc, c'est des joueurs qui sont préparés pour le haut niveau, sauf que vous pouvez difficilement avoir une énergie, ou en tout cas la plénitude du joueur à 100% pendant 35 matchs de la saison. Donc, d'où l'intérêt de périodiser, d'où l'intérêt de le gérer, mais il doit être géré aussi au sein d'un collectif. Donc, la grande difficulté, elle est de gérer ces fameuses carrières individuelles et ces fameux individus au travers même d'un collectif. Donc, ils doivent être au centre du projet. La manière dont on pense ici, c'est que le joueur et l'activité sont les choses les plus importantes. Le joueur et le rugby, le joueur et l'équipe. Par contre, tout est transparent, tout est accessible. Parce qu'il n'y a pas de données dites… Il n'y a pas de limite sur les données personnelles, les données médicales, avec la loi de la RGPD. Si, alors sur la RGPD, la seule chose qui est pas… La donnée médicale est totalement secrète et donc en lien avec le médecin. Sauf que quand la donnée médicale, je vais aller pour vous donner un moment très sensible, quand la donnée médicale peut vous contraindre à ne pas signer un joueur pendant 3 ans, 4 ans ou 5 ans, parce que vous savez que son corps ne le… Il y a un problème, il y a un problème. Voilà. C'est la limite du système. Donc, il faut avoir… Vous avez des docteurs. On a un médecin à plein temps, on a des kinés, ostéo à plein temps. C'est là où c'est… Sachant que le médecin est salarié de la structure. D'accord. Et qui participe à l'analyse aussi des données, forcément, qui te donne ton avis. Donc et le joueur donne son accord pour bien sûr. D'où l'intérêt d'être transparent. Je suis d'accord. Il faut avoir quelque chose de win-win, c'est-à-dire que les deux parties doivent être en accord pour optimiser. Et puis si jamais il y a ce genre de… Il faut arriver à être le plus transparent possible et surtout garder en toile de fond que l'activité principale, à savoir la performance de l'équipe du week-end et sur une saison, c'est la base du club. On peut avoir tout le soutien administratif qu'on veut, on peut avoir tous les sponsors qu'on veut, on peut avoir tous les supporters qu'on veut. Il faut qu'on garde comme philosophie de base que l'activité, le rugby, est la base de tout. Bien sûr. Parce que ça, c'est… Et donc, ça doit nous… C'est un peu une forme de garde-fou. Parce que c'est hyper important de ne pas lâcher, parce qu'on serait tellement tenté de développer les individus, de développer les KPI, de développer les indicateurs, qu'on aurait tendance peut-être à se pervertir. Il faut garder l'activité comme étant… Complètement d'accord. Et la périodisation tactique, elle te permet de rester dans l'activité, parce que la périodisation tactique, elle permet juste d'amener les joueurs à de la haute intensité et de la prise de décision permanente à leur entraînement. Et donc, c'est comment on arrive à l'artificialiser, parce que malheureusement, nous, on a un sport de contact. Et donc, on ne peut pas avoir des contacts quotidiens. Ou en tout cas, sur des périodes données. Donc, si on est capable, il faut arriver par le biais de la périodisation, par le biais de petits artifices, de les amener à prendre des décisions en haute intensité et à pleine vitesse, comme s'ils étaient en situation de match, mais pour autant, il n'y a pas les sollicitations physiologiques ou physiques. Non, mais tout à fait, c'est pas au milieu d'entreprise, c'est ce qu'on dit, c'est les KPI doivent rester un indicateur. Parce qu'autrement, on peut facilement les améliorer, pas pour les bonnes raisons. Donc, pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons. Une question par rapport à ça, Hugo. Les jeunes, à quel moment est-ce que, puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus dans la générationnel, est-ce que les jeunes que tu as, les moins de 21 ans, les moins de 20 ans, les moins de 18 ans, est-ce que la data devient importante également pour eux? Est-ce que tu gères ça aussi également? Alors, ça a été un investissement assez lourd pour le club, mais aujourd'hui, on a des GPS pour toutes les catégories jusqu'à Krabos. Donc, Krabos, c'est les moins de 18. C'est-à-dire adultes à moins de 18. De pro jusqu'à moins de 18. Et même sur le secteur féminin, puisqu'on a une équipe qui est championne de France et qui est accompagnée aussi sur le sujet. Donc, on dispose de beaucoup de ressources par rapport à ça. Toujours pareil, il faut être capable de l'analyser, il faut être capable
Et c'est un vrai investissement parce que c'est forcément un suivi et c'est un investissement humain dans la capacité que l'on a aussi à analyser les données. Donc après, comme toujours, il faut être en mesure de pouvoir développer les compétences des gens. Et plus tôt nos jeunes joueurs sont rompus à la data, à leurs données, encore une fois, à ce non-flicage, mais que c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent maîtriser, et pourquoi ils le font, et comment ils le font. Donc, c'est encore une fois contextualiser les choses et leur préparer. Donc, bien sûr, quand ils commencent, des données très basiques, et puis petit à petit, au fil de leur carrière et de leur niveau, ça grandit, et ils peuvent avoir un peu plus d'accès à tout ça. Et ces données leur appartiennent, tu disais ? Oui, dans l'absolu, les données leur appartiennent. Alors, là, il y a un vrai sujet qui est un peu tabou dans le rugby parce que pendant très longtemps, la donnée brute qui était celle de nos GPS ne nous appartenait pas. Ah oui. Elle appartenait à l'application. À la plateforme qui gérait ça. En Australie. Qui était la meilleure, en tout cas, l'outil le plus fiable vers lequel on s'est dirigé pour beaucoup. Et c'est aujourd'hui. Parce que c'était le seul aussi, non ? C'est aujourd'hui. Au début, j'étais le seul. Et j'ai eu la chance que j'ai démarré avec la plateforme de GPS Abrive qui aujourd'hui à tous les clubs français et on a généré un partenariat justement avec l'équipe de France pour avoir une unité de données. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, c'était aussi hyper important. Des données. Okay. Et la standardisation aussi de la capacité à filmer. Parce qu'il y a des solutions. Voilà. Non, mais c'est. En plus, on a un besoin d'expertise extérieure de plus en plus. Et parce qu'on est en plein dans la donnée, on est un peu noyé par pas mal de choses et qu'on a besoin de structurer et de former en interne très rapidement. Et c'est un vrai sujet de partenariat. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour venir au Stade Toulousain. Messieurs, je me permets de vous couper parce qu'on a énormément de questions. Vous avez du coup incité les gens à poser énormément de questions. Donc, je me permets de vous couper pour vous poser la première question. Comment est-ce qu'on récupère les données des autres équipes ? Est-ce que les vidéos, les données, est-ce qu'elles sont ouvertes ? Alors, la partie GPS n'est pas ouverte puisqu'elle est propre à chacun et propre à chaque club. Après, la partie vidéo reste à nous, notamment sur ce qu'on appelait les indicateurs de performance et la capacité à mesurer ce que font les autres. On le fait grâce à la vidéo adverse. Aujourd'hui, on a une plateforme aussi sur la partie vidéo qui nous permet de regarder tous les championnats professionnels dans le monde et toutes les compétitions universitaires scolaires dans certains pays. Donc aujourd'hui, pour connaître un joueur, recruter un joueur, on a quasiment toutes les données. Après… Qui regarde les matchs, Hugo ? Tu regardes beaucoup le staff, le staff, et j'ai une cellule recrutement qui passe un peu de temps aussi à regarder, et la cellule vidéo pilotée par un chef de pôle qui regarde tous les matchs. Donc ça, c'est un gros boulot. Après, il y a pire que de… Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je peux aider si tu veux. Ça regarde pas mal de matchs. Si tu as besoin, Digora et Oracle, on est là. Donc, pour répondre à la question précisément, data médicale, data physiologique, on les suppose, mais on ne les a pas. Data activité, on arrive à les avoir par, encore une fois, la capacité que l'on a à mesurer en fonction de nos indicateurs et grâce à la vidéo. C'est une excellente question. Et pour prolonger un petit peu, comment se situe le Stade Toulousain par rapport à justement cette année de data par rapport aux autres clubs de top 14 ? Je sais. Alors, je pense qu'on est dans le wagon de tête sur la capacité à analyser, mais comme on a à peu près tous les mêmes ressources, et les mêmes outils, c'est assez équitable. D'accord. Après, sur la partie data activité, je pense qu'on a mis des moyens qui nous permettent, je pense, aujourd'hui, nous en tout cas, d'analyser notre activité. D'accord. Plutôt humain. Ouais, moyen, et que j'aimerais pouvoir développer à terme, parce que ça reste quand même… Quel profil Aujourd'hui, on aurait des profils des besoins de programmeurs et d'analystes, mais vraiment hors de notre activité. Pourquoi ? Parce que… Hors de l'activité. Ouais, parce qu'en fait, la perversion de notre système, c'est que si je rentre des trop experts rugby ou trop fans de rugby, ça peut un peu influencer ou orienter le jugement. Donc, c'est important. En fait, il faut arriver à décorréler plusieurs mondes, mais arriver surtout à mettre en perspective qu'il y a l'analyse brute, il y a l'analyse de l'activité, et puis il y a ce côté aussi sport qui est quand même très attirant, donc il faut faire attention à tout ça. C'est pareil, il faut enlever l'émotion. En fait, c'est d'essayer de parfois l'enlever. Non, mais sur ce côté-là, et de l'autre côté, la mettre. En fait, c'est pareil, de nouveau, c'est un pendule, c'est une balance. Exactement. Super Alors, question. je continue dans les questions.
Donc, vous dites que la data appartient au joueur. Si un joueur change de club, est-ce que sa donnée est également transférée au nouveau club? S'il en fait la demande, on transmettra bien évidemment toutes les données dont on dispose, puisque contractuellement, C'est contractuel? ouais, on a la possibilité. Alors après, c'est le jeu de qu'est-ce qui appartient au club, qu'est-ce qui appartient à la partie joueur. Honnêtement, aujourd'hui, en tout cas de notre côté, nous, on est totalement transparent. Et d'ailleurs, on le fait avec l'équipe de France. Donc, comme on donne toute notre data à l'équipe de France nous donne toute sa data. D'ores et déjà, on a des partages. Ça reste un peu filtré, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est totalement partagé. Et savoir qu'un joueur a une capacité à courir, avec un peu d'analyse et un peu de suivi, en s'intéressant aux zones, on arrive rapidement à le faire. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est prêt à partager tout ça. Sauf les données médicales. À la donnée médicale, mais la donnée médicale est sur une plateforme qui est sécurisée par la Ligue et sécurisée par les docteurs qui font, encore une fois, qui ont des données. Mais le dossier médical appartient au joueur. Donc, quand il part, il est checké. Et je vous passe les détails, mais quand un joueur arrive et qu'il est checké dans des clubs, il passe par des IRM à peu près à tous les endroits du corps. Donc, honnêtement, notamment sur la partie cervicale et articulaire. Mais c'est un sujet sérieux qui permet parfois de prendre, de ne pas prendre. Et vous le voyez, de temps en temps, vous avez quelques joueurs qui sont retoqués sur le plan médical parce que le club ne veut pas prendre le risque. Mais on a des joueurs qui, je ne vous cache pas, aujourd'hui, s'ils passaient au révélateur de n'importe quel médecin, ne pourraient plus jouer au rugby par le biais de genoux, par le biais d'épaules, ou de choses qui sont vraiment usées ou abîmées. Et pour autant, ils arrivent à jouer. On parle beaucoup de Sexton, qui est très connu. Jonathan Sexton, numéro 10 de l'Irlande. Qui lui a subi beaucoup de commotions. Alors ça, c'est un sujet… C'est un sujet à part, différent. Non, c'est un sujet sur lequel on s'équipe. Alors, on s'équipe… Il y a des études qui sont faites et on est en train de travailler, nous, sur des protège-dents connectés pour justement arriver à… Protège-dents connectés, d'accord. Pour récupérer, en fait, l'accélération et la décélération de la tête. Ah, les mouvements. Et parce qu'en fait, c'est parce que la commotion, en fait, c'est le cerveau qui touche les parois. Voilà. Et donc, en fait, c'est la tête qui. C'est-à-dire que Mike Tyson, par exemple, la tête ne bougeait pas trop. Donc, il y a un développement. Nous, on a un travail, on a créé par le biais du travail qui avait été fait par William Servat et les entraîneurs aujourd'hui de la première ligne au club. On a développé quelque chose pour les premières lignes et qu'on est en train de mettre en place pour tout l'ensemble du club. En gros, on développe vraiment beaucoup la partie cervicale et musculation autour du cou, de manière à pouvoir… Parce qu'en fait, le KO, au-delà du choc, il y a le choc à la pointe du menton, celui-là, c'est de la boxe, vous ne risquez rien, vous pouvez être costaud comme vous voulez, vous tombez, ou comme le coup au foie, mais vous avez aussi l'accélération et la capacité à contrôler l'aller-retour de la tête. Et l'aller-retour de la tête, si vous êtes capable de le contrôler musculairement, vous enlevez un pourcentage incroyable de commotion. Donc, du coup, on travaille beaucoup sur ça. Il y a l'histoire des protège-dents connectés. Il y a eu l'histoire aussi de puces positionnées aussi au niveau des maillots. Il y a plein d'études. Ou derrière l'oreille. Il y a plein d'études qui ont été… J'ose espérer qu'on n'arrivera pas à l'obligation parce qu'on se rend compte que malgré le casque, il y a encore énormément de commotion au niveau foot américain. Parce qu'en fait, ils se sentent plus en protection, donc ils ont plus de coups. Mais il y a il y a le développement de la technique qui est essentiel. 2, il y a la mesure. Et 3, il y a la capacité à se renforcer sur les… Et il n'y a pas de secret que vous voulez garder dans tous les développements que vous faites, les maillots connectés, les protège-dents, tout ça. Non, il y a public. Pour l'instant, les protège-dents, il y a une étude qui est faite sur le championnat anglais et on attend de voir. Comment ça? Parce que c'est un gros investissement, mais c'est un truc. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est des protège-dents qui sont bien sûr nommés puisqu'il faut qu'ils soient sur mesure. Mais par contre, c'est une machine qui les permet de les nettoyer, qui les connecte. Et c'est un truc assez incroyable. Et c'est plutôt bien pensé. Donc là, la première chip fonctionne avec ça sur cette saison. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra… En Angleterre, donc. Oui, la première chip en Angleterre. Et c'est quelque chose qui sera, je l'espère, pris en compte par la Ligue. Et donc, je pense que ça serait quelque chose qui devrait être bien pour les mettre à disposition de tout le monde. Pour l'instant, ils restent un peu gros. Ils ont du mal encore à les utiliser pour les matchs. Mais je pense que ça va s'affiner. Et dans les 2-3 ans, on aura des données hyper importantes. Encore une fois, c'est la donnée. Après c'est des actions qu'on va faire avec l'aide de cette donnée. Puisqu'au départ, la donnée, il faut la mettre en place, l'analyser. Ça sera plus médical, du coup, préparer au niveau des…
Excusez-moi, donc Chab. je vais revenir sur la donnée, du coup. Est-ce que sur les données… On est un peu. On est parti. Alors, sur les données récoltées, justement, est-ce qu'il y a des données déclarées par les joueurs leur ressenti, leur sommeil, la nourriture, la ressenti? Alors, il y a de nombreuses données qui sont prélevées avant effort, après effort. Ce qu'on appelle ces fameux RPE, c'est un ressenti post-effort. Ouais. Mais on a aussi toute une base de données avant les entraînements. Et ensuite, on a le suivi du poids, le suivi de leur diététique, le suivi de leur sommeil. Et donc, tout ça sont des données récoltées et données grâce à leur bien vouloir. Parce que sinon… Mais celles-là, elles sont numériques, mais elles sont pas, c'est pas un nombre. Si, elles sont matérialisées, elles sont numérisées, matérialisées et rentrées dans… Il y a aussi un ressenti. Il y a aussi un degré de ressenti post-effort et pré-effort. On essaie de corréler. Alors ça, il y a eu des études de fait, notamment sur les fameux RPE, qui sont les ressentis post-effort. Ouais. Mais qu'est-ce que tu appelles un ressenti post-effort? En gros, à la fin de l'entraînement, on t'a présenté l'entraînement, tu mets une note en pensant que de la dureté de l'entraînement et tu as une note après l'entraînement. Et entre ce que tu avais prévu et ce que tu as ressenti, on essaie de corréler les choses. Mais il n'empêche que ça, c'est un peu… chez nous. Non, mais c'est un peu… ça peut être un peu biaisé. Alors, on avait des outils très développés où les joueurs rentraient leurs données de suite après. Sur les applications, sur leur téléphone, puisqu'ils vivent avec ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, comme tous ces outils, ils deviennent un peu basiques. Et donc, on s'est rendu compte que tout le monde restait sur une note 5-5. Voilà. J'adore mon coach. Qui finissait par ne plus avoir de réalité. Par contre, sur des moments donnés et sur des moments précis, il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes sur le ressenti. D'accord. Sur des périodes notamment de fort entraînement ou sur des périodes de décharge, sur des périodes de récupération. Donc, on essaie de le cibler. Comme certains travaillent beaucoup sur les CPK. Vous savez, les CPK, c'est la capacité à récolter dans le sang le nombre de ce que produit le sang en termes d'effort. En gros, sauf que dans le rugby, le choc peut nuire à cette donnée-là. Donc, dans le rugby, on ne peut pas l'utiliser. Mais dans le foot, ils l'utilisent beaucoup. C'est-à-dire, en gros, c'est la capacité lactique qu'ont les joueurs. Donc, ça se mesure lors des entraînements. Ça se mesure. C'est-à-dire le montant d'acide lactique. Oui. Alors, une autre, justement, on a beaucoup parlé de l'aspect physique au niveau des données. Mais est-ce qu'il y a aussi des données sur l'aspect psychologique et émotionnel pour faire progresser les joueurs, type stress ou anxiété? Alors, on a un suivi notamment sur les jeunes joueurs et on est en train de travailler sur un suivi du sommeil. Pareil, encore une fois, très ciblé en fonction plutôt des joueurs qui ont des problèmes ou d'endormissement ou de réveil. On arrive à les réveiller, mais la question, elle est aussi liée au niveau d'anxiété, au niveau de capacité à vivre avec une pression constante. C'est un secret pour personne, mais on a des joueurs quand même aujourd'hui qui sont peut-être les meilleurs joueurs du monde dans notre club à leur poste, et très jeunes joueurs. On voit quelques-uns, et qu'il faut, notamment Antoine Dupont, Romain Tamac ou d'autres, ou Julien Marchand, qui sont à ce jour peut-être numéro 1 à leur poste au niveau mondial. Et c'est des joueurs qu'il faut être capable de gérer et d'accompagner, parce que encore une fois, c'est leur bien vouloir qui permet de récolter les données et de récolter cette data-là. Mais on essaie de les accompagner autour du sommeil, autour de la luminothérapie, autour de la capacité aussi à gérer leur anxiété. Donc, on a des fonctions support à disposition autour de préparation mentale, mais aussi pour aller un peu plus loin de psy qui peuvent, au bon vouloir, encore une fois, et à la demande des joueurs, accompagner nos structures. Et on a fait aussi un gros travail en termes de staff de manière générale sur la partie neurosciences et apprentissage. D'accord. Dans le fait qu'on ne peut pas, encore une fois, ou décontextualiser certaines choses. Donc, le temps passé en vidéo, le temps passé sur le terrain, le temps passé en récupération. Et en fait, on se rend compte que la performance est une multitude de facteurs qu'il faut prendre en charge et qu'il faut essayer d'accompagner, parce qu'encore une fois, la différence entre l'assistanat et l'accompagnement est totalement différente. Et on voit vraiment que chez nos jeunes joueurs, ceux qu'on accompagne et qui sont moteurs de leur projet réussissent très souvent. Ceux qu'on assiste trop longtemps finissent par se perdre. Donc oui, il y a des outils, mais c'est un sujet très sensible, encore une fois, sur l'accompagnement psychologique. Et justement, en parlant des joueurs,
Pardon, excusez-moi. En parlant des vas-y, Chab. joueurs, est-ce que vous avez dans votre effectif un joueur avec des données de performance, on va dire catastrophiques, mais essentielles dans la performance de votre équipe, enfin du groupe, on va dire? Alors, je vais vous prendre l'exemple que j'ai pris pour aller à contre-pied de la data. Aujourd'hui, dans le sport co, vous avez des spécificités. Dans le foot, vous avez un gardien et les autres. Au rugby, nous avons un peu les piliers et les autres. Les piliers, pourquoi? Parce qu'ils ont un effort autour de la mêlée qui est un baromètre assez essentiel. Non, mais ce n'est pas des amis, c'est même plus que ça. C'est très certainement la première ligne, le poste que je respecte le plus. Dans le sens où leurs données physiologiques et leur performance purement sportive restent en deçà très souvent de ce que les autres sont capables de faire, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont une phase de conquête qui est surimportante dans notre activité. En l'occurrence, la mêlée, et vous allez avoir au niveau international entre 10 et 15 mêlées grand maximum par match. Donc, ce n'est pas monstrueux, sauf que même si, en ayant de moins en moins de mêlées, si vous perdez ce secteur-là et ce combat-là, c'est un phénomène qui est encore assez difficilement explicable. Il y a une baisse majeure du moral de l'équipe. C'est un vrai baromètre psychologique. Donc, pour revenir à la question, oui, on accepte d'avoir des performances parfois un peu moins disantes de certains de nos joueurs, mais qui nous amènent une vraie plus-value dans un secteur très spécifique que peuvent être la mêlée, comme on peut avoir aussi des talonneurs, c'est-à-dire les personnes qui vont lancer en touche, qui ont peut-être des performances un peu moins disantes sur d'autres en termes d'efficacité, mais qui, sur ce secteur-là, nous assurent l'essentiel. Donc, là, on va dire que l'expertise et la spécificité permettent parfois à des joueurs, et on est peut-être un des seuls sports au monde à avoir une telle différence entre les profils de joueurs. Et donc, les profils physiologiques, ils sont amenés à être très sectorisés. Et donc, on compare les piliers avec les piliers. Si je vous prends l'exemple, encore une fois, très basique, et on compare les personnes par poste plutôt que de manière un peu générale. Sauf qu'aujourd'hui, un pilier va évoluer beaucoup aussi vers le jeu. On voit Gage en Angleterre. On le retrouve à l'aile. Il peut y avoir. Ouais, sauf qu'on se rend compte encore que la mêlée, encore une fois, à des moments clés. Plus psychologique aussi. Ouais, et puis ils ne peuvent pas se permettre d'être déficients sur ce secteur-là. Donc, s'ils sont performants sur d'autres secteurs, tant mieux. Mais ils ne peuvent être performants sur d'autres secteurs que s'ils assurent. C'est basique. Oui, bien sûr, parce que si tu commences à perdre tes ballons en mêlée, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on considère, et en plus de ne pas avoir le choix, on considère que c'est hyper important dans notre équilibre et notre baromètre du moral de l'équipe. Très bonne question. Chab, d'autres questions? Oui, alors il nous reste 3 minutes. Une dernière question. Si vous deviez conserver qu'une seule donnée ou un package de données, ce serait lequel? Aujourd'hui, alors je ne vous parle pas de la donnée activité parce que celle-là, quoi qu'il arrive, elle était induite dans mon activité auparavant, mais on ne la mesurait pas aussi précisément. Mais si je parle de données physiologiques, la capacité à accélérer, c'est-à-dire cette capacité à développer de la vitesse, reste une donnée très basique, mais très importante. En gros, c'est l'énergie que vous avez et dont vous disposez. Et souvent, vos groupes, ou en tout cas vos performances du week-end, elles sont un peu liées à ce niveau d'accélération collectif. Donc, si je devais garder une donnée, c'est en gros le niveau d'énergie de mon équipe que je peux mesurer par ce biais-là, c'est cette capacité à répéter des efforts à haute intensité. Donc, peut-être que ça serait celui-là si je n'en avais qu'une à conserver. C'est le jeu à Toulousaine. On se fait des passes, on garde la balle, on reste debout. Ouais, et la capacité à éviter, vous savez, on a une mesure qui peut paraître très con, c'est le temps passé au sol, cumulé. D'accord. Et on se rend compte que moins on passe de temps au sol, plus on est performant. Donc, jeu de mouvement. Ça, c'est le rugby moderne. Oui, sauf que ça peut être ralenti par d'autres, puisqu'on n'est pas les seuls à vouloir le maîtriser. Les Irlandais. Alors, pour conclure là-dessus, on a une question qui dit: quel est votre prono pour Irlande-France samedi? Là, on arrive sur les questions où il faut s'engager. Je vais vous la faire.
Non, les Toulousains sont m'ont un peu inquiété le week-end dernier, mais je pense que c'était. Ça fait peur. Hein. Non, mais pas le match de l'équipe de France, plus la performance de mes joueurs. Je ne juge pas trop l'équipe de France parce que vous avez compris que ça pouvait être. Romain fait une merveille de passe. Oui. Mais il n'empêche que ça ne suffit pas sur justement l'énergie qu'il disposait sur ce match-là m'a un peu inquiété. Mais elle était aussi liée aux semaines qui viennent de vivre avec nous. Et je pense qu'ils seront bien mieux ce week-end sur le plan physiologique et d'énergie. Et je pense aussi que le haut niveau appelle le haut niveau. Vous savez, souvent, l'avantage du sport collectif, c'est qu'on joue face à un adversaire et qu'on se met aussi au niveau de l'adversaire contre lequel on est susceptible de jouer ou de combattre. Et je pense qu'on va voir très certainement un des très, très bons matchs du tournoi des 6 nations. Je vois difficilement l'Irlande perdre en ce moment parce qu'elle est dans la dynamique de ces 2 matchs. L'Irlande a une capacité à jouer des matchs de haut niveau sur des périodes très courtes. Ça sera un autre débat sur la période Coupe du Monde. Quand on les jouera au bout de 3 ou 4 matchs, je pense qu'on sera bien plus susceptible de les battre. Ils ont perdu quelques bons. Hein. Furlong ne sera pas dispo. Oui, il y a quelques joueurs en moins, mais enfin, nous, on en perd aussi de notre côté. Je pense que la France a les moyens, bien évidemment, parce qu'ils ont battu 2 fois. Mais là, on est dans un contexte un peu particulier où l'Irlande, en début de tournoi, est toujours un peu compliqué à jouer. Ça serait plus en fin de tournoi. Je mettrais une pièce sur les Français. Voilà. Et c'est justement pour finir, je vais prolonger la question, parce qu'on finit, c'est la dernière. Est-ce que le matin, quand tu te rases, tu penses à l'équipe de France? Si vous voulez la poser, cette question, ça fait 1 heure que je l'attendais. Tu as la réponse. Et comme j'ai la réponse parce que j'ai accepté par amitié auprès de Mike d'enfance et d'adolescence, puisqu'on a joué ensemble. Merci. J'ai la chance d'être dans un des plus grands clubs français. Je l'espère d'Europe et je l'espère bientôt, puisqu'il y aura une compétition mondiale dans pas longtemps, qu'on aura la chance de pouvoir s'exposer face à ce qui se fait de mieux dans le monde. Mais j'ai la chance d'être dans très certainement ce qui se fait de mieux, donc je suis très très bien ici. Je n'ai pas forcément envie de. Et surtout, au-delà d'être bien et content d'être bien, de se scléroser dans son confort, j'ai surtout envie de développer plein de choses encore ici, avec le staff qui est le mien, le président qui est le mien et l'environnement du club qui sont les nôtres. Très bien. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Je te remercie, Hugo. Merci à vous. Pour ta générosité. Moi qui te connais depuis 25 ans, ben ça ne m'étonne pas. On s'est régalé, on a passé 1 heure fantastique. C'est plus de 25 ans maintenant, Mike. Arrête. 35 ans. Moi, j'arrête de compter. J'ai le problème. C'est ça, c'est les neurones. Donc, je te remercie pour ta générosité, pour ce que tu fais au Stade Toulousain. Voilà, c'est fidèle à ton image et merci pour cette heure de régal. Merci à vous. C'était fantastique. Merci à vous. Bravo. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. À toutes et à tous. Et à tous et à toutes. Voilà.